Bonjour à tous, merci Camille. Donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle séance des lundis numériques de l'Institut national d'histoire de l'art. Donc elle est consacrée au label Culture Libre, fait par Wikimedia France, et qui récompense les institutions culturelles et scientifiques qui ont fait le choix de l'open content et du numérique collaboratif. Donc la remise de ce label se déroule d'ailleurs depuis plusieurs années dans l'amphithéâtre Jacqueline Liechtenstein de l'INHA, grâce à l'implication successive de Martine de Noyelles, Johanna Daniel et Federico Noura. Et l'INHA est très fier d'aider à contribuer ainsi à favoriser les contenus ouverts dans les GLAM. Donc pour cette séance, nous accueillons avec un grand plaisir Camille Françoise, qui est membre du conseil d'administration de Wikimedia France, et Cécile Obligy, qui est chef du service de la valorisation numérique des collections et du soutien à la recherche à la BIS, donc la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Et nous souhaitons à Xavier Caillot, qui était prévu initialement pour cette intervention, un très bon rétablissement. Donc Camille, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici avec, Cécile Obigi, qui a bien voulu, se joindre à nous pour pouvoir parler du, label Culture Libre évidemment. Donc je m'appelle Camille Françoise, je suis au conseil d'administration de Wikimedia France et par ailleurs, je travaille beaucoup sur les questions internationales, sur, l'ouverture des contenus et évidemment j'ai été aussi, jury du label depuis déjà plusieurs années et donc aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir, en parler, avec quelqu'un qui, en fait, vient d'une institution qui, justement, a reçu le label cette année. Donc nous sommes absolument, ravis d'avoir Cécile avec nous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est essentiellement d'avoir une petite présentation de qu'est-ce que c'est que Abeille Culture Libre et pourquoi en fait nous avons lancé cette initiative au sein de Wikimedia France. Mais au-delà d'une présentation assez généraliste finalement, on a pensé avec Cécile qu'il pouvait être en fait finalement sans doute bénéfique de pouvoir parler de l'expérience en fait d'une institution qui justement a fait ce processus comment dire? A candidaté pour avoir ce label et a fait ce travail de candidature, pour son institution et qui a reçu le label. Donc je sais pas, Cécile, est-ce que vous voudriez vous présenter rapidement ou prendre votre aise sur la scène virtuelle? Je pense que je vais d'abord vous laisser la parole pour la présentation, mais donc volontiers, j'explique peut-être quelle est ma place dans l'institution. Donc à l'intérieur de la bibliothèque de la Sorbonne, de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, est née il y a quelques années, pas beaucoup, une petite dizaine maintenant, une petite mission, puis un service qui est entièrement dédié à la valorisation numérique des collections. Bien sûr, il y avait d'autres formes de valorisation avant, et il y avait déjà un peu de valorisation numérique, mais le fait de l'institutionnaliser, d'en faire une mission, puis un service, lui a donné une importance supplémentaire. Et donc, je suis responsable de ce service-là depuis quelques années. Et c'est à ce titre donc que j'ai porté la candidature de l'institution à ce fameux label Culture Libre. On le verra d'abord pas or, mais petit à petit en 2025 jusqu'au label or. Super, merci beaucoup. Pour, les personnes qui nous regardent, on aura aussi un petit temps d'échange si vous souhaitez avoir, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les garder pour, pendant la présentation et puis, on pourra les prendre, à la fin de la discussion, si ça vous convient. Donc pour commencer, je vais passer sur ma slide, suivante. Ouf, je vois que vous êtes en fait, on est sur, où est-ce que je place cette petite icône? Peut-être que comme ceci, ça sera sans doute mieux. Donc, alors, pour reprendre, depuis 2023, Wikimedia France s'est engagé avec Abeille Culture Libre à travailler à la promotion et accès à l'information et surtout à la culture et au patrimoine dans les institutions patrimoniales. Qu'est-ce que c'est que, le label Culture Libre? Donc c'est ce que je vous disais, c'est une étiquette, une forme de reconnaissance de l'engagement des institutions culturelles, mais pas que aussi, puisqu'en fait on a aussi effectivement des institutions universitaires qui contiennent à l'intérieur des bibliothèques notamment, dans une politique de contenu libre et ouvert.
L'objectif, c'est vraiment de valoriser les institutions qui font l'effort, qui s'engagent à travers des politiques documentaires, des politiques institutionnelles autour de l'ouverture des contenus, à être reconnues sur la place publique en tant qu'institutions qui sont dédiées à ces, enfin, qui veulent s'engager dans ces discussions. L'objectif de cette... j'ai un écho, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Ok, très bien. Le label Culture Libre, en fait, c'est une procédure de labellisation avec 3 niveaux. Donc, Cécile a très bien dit tout à l'heure, c'est effectivement qu'on a un niveau bronze, argent et or. En fonction du développement des institutions dans l'ouverture des contenus. Donc, par exemple, quand on parle d'ouverture des contenus, on parle évidemment de est-ce que les images sont mises à disposition avec des licences libres, par exemple comme la licence ETALAB ou les licences Creative Commons? Est-ce qu'on peut réutiliser le patrimoine imagier, visuel des institutions patrimoniales? Est-ce que les contenus peuvent être réutilisés? Est-ce que les métadatas peuvent être réutilisés? Toutes ces questions, ça fait partie de cette démarche aujourd'hui dans le label Culture Libre de reconnaissance de ces pratiques professionnelles. Je passe à ma petite slide. En réalité, au-delà de ce que nous faisons depuis 2023 avec le label Culture Libre, Wikimedia France est engagé depuis bien longtemps sur ces questions. Bien avant 2023, ça fait déjà même presque plus de 15 ans, j'ai envie de dire, que nous travaillons avec les institutions patrimoniales, éducatives et de recherche pour valoriser ce travail. En 2010, nous avons eu notre premier grand partenariat avec les institutions culturelles, notamment avec le projet Phébus avec la ville de Toulouse, avec l'intervention de Wikimédiens et Wikimédiennes. En 2012, nous avons eu les rencontres internationales Open Gam. Donc en fait, c'est une communauté internationale qui travaille sur l'ouverture des contenus de manière à justement pouvoir soutenir les professionnels qui veulent s'engager sur l'ouverture des données, que ça soit dans les institutions patrimoniales culturelles ou que ça soit dans les universités ou dans les centres de recherche, de manière à pouvoir mettre l'information, pour pouvoir rendre l'information en fait finalement accessible à tous. Et donc, il y a eu vraiment toute une sorte de démarche d'écosystème du savoir qui s'est connecté, dont Wikimedia France a fait partie, pour essayer de structurer et de développer ces politiques d'ouverture des contenus et d'ouverture en libre accès. Euh, je pense qu'une des autres dates, notamment, c'est 2019, effectivement, puisqu'en fait, Wikimedia France est engagé notamment à travers la mise en place de journées numériques et culturelles, dont certains d'entre vous ont eu la chance de venir, certains d'entre vous ont eu la chance de pouvoir se joindre à nous parce que, en plus, par ailleurs, on a la chance d'être accueillis toujours avec beaucoup de joie à l'INHA dans ces journées où effectivement on revient sur nos pratiques, on revient sur les pratiques des Wikimédias en général, mais aussi des professionnels qui justement mettent en place ces projets. Et puis donc, comme je vous disais, en 2023, le lancement du label Culture Libre. Pourquoi est-ce qu'on s'est engagé depuis autant de temps en tant que Wikimedia France sur l'ouverture des contenus? Alors, il y a tout un tas de raisons. Je pense que effectivement, depuis la naissance de Wikimedia France et des différents projets Wikimedia comme Wikisource ou Wikicommons ou Wikipédia, je vous l'ai dit, il y avait tout un écosystème autour des savoirs en France et à l'international et en Europe qui ont poussé de manière collective à faire en sorte que les contenus soient accessibles de manière gratuite et pour tous. Sur le fond, il y a il y a 1 million de raisons en fait de pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette question de donner accès aux collections culturelles, éducatives et de recherche et à travers différentes institutions dont les universités. D'abord parce que donner accès aux collections en ligne, c'est aussi une façon de pouvoir réduire les inégalités géographiques, socio-économiques et de mobilité, notamment pour l'éducation et la recherche. C'est-à-dire que derrière, avoir accès à ces informations-là, c'est aussi faciliter le travail de recherche
et le besoin d'accès à l'éducation pour tous, que ça soit en France ou que ça soit ailleurs. C'est aussi une façon de pouvoir, effectivement, comme je vous l'ai dit, donner un accès plus équitable à l'éducation, à la recherche et à la culture pour que tout le monde puisse en bénéficier, et pas seulement les gens qui sont à proximité de ces institutions. C'est aussi une façon de pouvoir faciliter le travail des enseignants aussi, de pouvoir intégrer des contenus ouverts dans les parcours éducatifs de recherche, par exemple, notamment. Euh, on voit souvent dans les institutions universitaires et éducatives et de manière générale que effectivement, l'open science est un vrai défi et les contenus ouverts participent dans cet écosystème à la mise à disposition des ressources. On a effectivement aussi la question de la découvrabilité du contenu. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que nous avons des problèmes au niveau de donner accès à une information qui est fiable en tant que société. Et aujourd'hui, pouvoir faire un travail autour de la mise en accessibilité des ressources des institutions avec des professionnels justement du savoir, quelque part, il y a toute une démarche de comment est-ce qu'on fait pour mettre en accessibilité ces contenus qui sont sourcés, qui sont fiables, qui sont issus d'une recherche de manière à pouvoir aussi avoir cette réflexion autour de l'intégrité des informations, du combat contre la désinformation, etc. J'ai parlé aussi de la question des informations sourcées, des informations de qualité contextualisées. Toutes ces informations sont aujourd'hui aussi dans les institutions patrimoniales, universitaires, de recherche. Et aujourd'hui, pouvoir mettre ça en valeur, ça fait aussi partie de la démarche de Wikimedia France avec la Belle Culture Libre. Et puis de manière plus générale, mais je pense que c'est encore au-delà, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien que pour des questions économiques, par exemple, il peut y avoir des intérêts aussi à mettre en accès libre des ressources, puisque en fait, les industries créatives aussi réutilisent, industries créatives et de tourisme, réutilisent aussi des contenus pour pouvoir générer aussi des nouvelles formes de ressources financières en utilisant des contenus, des images. Voilà. Il y a plein de façons de penser aujourd'hui à la réutilisation du contenu. Donc, on a parlé tout à l'heure effectivement des 3 niveaux, et en fait, je vais vous parler un tout petit peu en détail de ce que sont ces 3 niveaux. Nous avons le niveau bronze. Et le niveau bronze, qu'est-ce que ça veut dire? Quand une institution demande à arriver au niveau bronze, c'est le niveau le plus bas des trois niveaux. Ça veut dire qu'il faut remplir plusieurs critères. Dans ces 3 critères, il y a les indicateurs il y a les trois indicateurs qui sont indispensables, qui sont le fait d'avoir adopté des licences libres qui sont compatibles avec les projets Wikimedia pour les œuvres, mais aussi pour les documents. Euh, je... Oui. Et la communication auprès du public sur la politique d'open content de l'institution. Et puis, un indicateur qui est optionnel il manque un indicateur. C'est moi ou je... Ou ailleurs? Non, il manque pas... Non, ça va. Et en fait, du coup, après, on peut prendre un troisième indicateur, mais au choix, qui est un des 3 ou 4 des indicateurs qui est dans la liste suivante. Je vais vous donner le lien de toutes les ressources qui sont en ligne et vous pourrez regarder par vous-même pour les personnes qui sont intéressées. Le niveau argent, il y a 4 indicateurs indispensables qui sont la qualité et l'accessibilité des contenus, la qualité des images en haute définition, l'intégration de la contribution au projet Wikimedia dans les pratiques professionnelles et la communication externe sur les actions. Et avec 2 indicateurs optionnels. Le niveau or, avec tous les indicateurs qui sont indispensables, c'est-à-dire le fait qu'on puisse inscrire notamment les pratiques qui sont au-dessus dans les autres niveaux en tant qu'échelon déjà accepté. Puis, il y a différents critères que vous voyez ici. Donc, effectivement, l'inscription de ces pratiques dans les 2 contributions dans les institutions régulières, donc dans les fiches de poste. Avoir une stratégie de développement à moyen terme sur la question de open content. La diversité des projets Wikimedia impliqués, c'est-à-dire que c'est pas seulement Wikipédia, mais aussi Wikisource, par exemple, ou Wikicommons, de manière à pouvoir donner des images. Et participer régulièrement à des colloques ou des interventions qui sont en faveur de ces projets. Je réfléchis.
Pour les personnes qui sont intéressées à suivre ce label ou qui voudraient postuler dans le futur, on a une façon de pouvoir. On a plusieurs supports de communication qui peuvent vous être utiles. D'abord, nous avons un site internet que je vais vous partager qui est sur Label Culture Libre, que vous pouvez retrouver en ligne évidemment avec tous les documents qui sont nécessaires pour pouvoir faire sa proposition de candidature pour la prochaine année. Mais de manière générale, vous pouvez télécharger effectivement tous les documents en ligne, donc la charte d'engagement, le formulaire d'adhésion et le guide pratique du label. De manière générale, il est nécessaire effectivement de signer la charte pour bien d'abord en prendre connaissance et puis ensuite la signer, faire un dépôt de candidature. Nous, on va recevoir le dossier en tant que jury et on va avoir un temps de délibération en tant que jury en fonction des critères que vous avez soumis et les critères qui sont dans les documents que je vous ai mentionnés. Et puis après, on donne les résultats et puis et voilà. Et après, on a une cérémonie de labellisation. Dans le jury, on est plusieurs. Le jury change de manière générale de temps en temps. On peut accepter par exemple de nouveaux membres de jury. Donc nous avons notamment Johanna Daniel qui était, je crois que je ne sais plus si elle y est encore, enfin qui est toujours en doctorat à l'INHA. Benjamin Jean qui travaille à Innocube, Caro Renard qui est aux archives départementales de l'Aude, Yonel Dujot qui est bibliothécaire associé à mince, qui manque son affiliation euh, dans une université, mais je ne me souviens plus laquelle, donc je ne pourrais pas vous dire laquelle. Et Xavier Caillot, qui est, vous connaissez, est à Wikimedia France. Maintenant que j'ai réussi à vous donner toutes ces informations, mais sous réserve de vous donner quand même les documents qui sont nécessaires sur le site internet, je pense que c'est beaucoup plus intéressant actuellement de parler avec Cécile Obigi, qui justement s'est présentée tout à l'heure en tant que chef de service de valorisation numérique des collections et du soutien à la recherche de la BIS Sorbonne. Puisque c'est un peu pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pouvoir avoir un retour d'expérience plutôt que d'entendre quelqu'un de Wikimedia France parler de à combien on est super à Wikimedia France. Donc sur ce, je vais retirer mon- ma présentation et je vais surtout passer la parole à Cécile Obigi. Cécile. Maintenant que j'ai donné une sorte de très rapidement petit tour de scène de ce que c'est que l'abeille culture, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre expérience. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à postuler au abeille culture en tant qu'institution? Alors d'abord, merci beaucoup à l'INHA et à Wikimedia de nous donner la parole aujourd'hui. On est ravis d'avoir l'occasion de présenter ce dossier plus en détail que d'habitude. Alors pour votre question, je vais vous faire une réponse en deux temps. Je vous dirais pour commencer que la science ouverte en général fait partie d'une politique tout à fait volontaire à la BIS, à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, qui est engagée à la fois dans la promotion et dans la pratique de la science ouverte depuis un certain nombre d'années déjà. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Cet engagement est au niveau de la bibliothèque d'une part, mais aussi de l'institution à laquelle nous sommes rattachés, puisque comme je vous le disais, nous sommes interuniversitaires, mais rattachés administrativement à une université, qui est Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette institution est plus qu'engagée dans la science ouverte. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà, parfait. Est-ce que vous voyez bien le site de Paris 1 consacré à la science ouverte? Tout à fait. Parfait. Depuis à peu près une bonne dizaine d'années, donc ce qui à l'échelle de la promotion de la science ouverte est finalement non négligeable, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne anime un groupe de travail sur la science ouverte qui regroupe un certain nombre de composantes, dont la BIS. Et ce groupe œuvre en interne, bien sûr, mais beaucoup aussi en externe, à la promotion de cette science ouverte. Donc là, je ne sais pas, j'ai pas fait de statistiques, hein, mais voilà, vous les connaissez sans doute mieux que moi. L'université a fait le choix d'avoir un site
à part entière dédié à la science ouverte. Vous voyez, ce qui est quand même un acte fort. Parmi les membres fondateurs de ce GTSO, le groupe de travail sur la science ouverte, il y a la DSIUN, donc notre service informatique, la direction du système d'information et des usages numériques, et son directeur actuel est l'un des membres du DEOSC, que vous connaissez sans doute, European Open Science Cloud, l'un des membres du groupe France. Donc c'est vous dire, vous voyez, l'engagement de l'institution de fond et depuis un certain nombre d'années. Parmi les réalisations assez concrètes, donc plus seulement en interne mais en direction du public, on trouve, oui, je vais citer EOSC pour vous montrer, vous voyez, il y a carrément un sous-site de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui est dédié à ça. Donc là aussi, je pense que c'est une marque assez forte de l'engagement. C'est créé il y a peut-être une année maintenant un service qu'on appelle Expertise numérique et sciences ouvertes. Donc là, je crois le titre parle assez bien. L'idée est de consacrer du temps, il y a vraiment des ETP consacrés comme ça à cette tâche-là à Paris 1, pour aider les chercheurs de Paris 1. On ne peut pas se consacrer à tout le monde, ce serait matériellement pas possible de servir les étudiants par exemple, ça ferait trop. Mais quand on a un projet à développer, un projet numérique, ou quand on a une question en sciences ouvertes, on peut s'adresser à ce guichet qui fournit gratuitement une aide. Il y a encore un symbole assez fort, donc bien sûr la BIS participe à ce service et participe aux événements organisés de type Semaine de la science ouverte ou Semaine de la donnée. Donc là, vous voyez, le contexte macro, si je puis dire, c'est notre institution de rattachement. Si je rentre un petit peu plus si je resserre un peu plus la focale sur nous, je dirais que la première chose à vous signaler, c'est notre bibliothèque numérique, donc qui s'appelle Nubis, que je suis absolument ravie de vous présenter puisqu'elle a fait peau neuve il y a 5-6 heures. Voilà, la nouvelle version a été mise en ligne ce matin à l'aube, donc vous en profitez en avant-première. Cette bibliothèque numérique est développée en back-office avec le logiciel libre Omeka depuis ses origines. On est passé ensuite à Omeka S, donc un logiciel libre gratuit entretenu par une communauté. Et depuis donc quelques heures, le front office, donc la partie que vous voyez, est assuré par un outil qu'on appelle Astro et qui est de nouveau un outil libre pour lequel on a développé tout un peu de code qui est évidemment mis en ligne sur GitHub et librement réutilisable par qui le souhaite. Tous les documents qui le peuvent sur cette bibliothèque numérique sont placés sous licence ouverte Etalab. Vous faisiez allusion tout à l'heure à cette licence. Donc l'idée de cette licence qui est peut-être un petit peu moins connue que les licences CC du grand public, Creative Commons, c'est que on offre un accès complètement libre, hein. Il n'y a pas besoin de nous demander une autorisation, c'est à disposition, on le prend. Et c'est valable à la fois pour les utilisations privées et pour les utilisations publiques, qu'elles soient gratuites ou payantes. Le but de cette action, en ce qui nous concerne, hein, c'est évidemment de permettre très facilement une publication scientifique. Que personne n'ait besoin de nous demander un accès, que personne n'ait besoin de nous demander une autorisation et que personne n'ait besoin de nous demander non plus une image. Donc je vous le montre concrètement, là je vous ai affiché une très belle carte. Si vous voulez cette carte-là, il y a un pictogramme qui je crois est assez clair, qui est ici. Et je vous laisse constater, voilà, les résolutions qui sont offertes. Jamais personne nous a demandé l'accès à la matrice. La résolution est telle que c'est utilisable par n'importe quel éditeur pour une édition d'excellente qualité pour un ouvrage scientifique. On a souhaité, dans la nouvelle version de Nubis qui est en ligne depuis quelques heures, être très transparent sur ce service-là. Donc, vous voyez, je passe ma souris là sur la licence. Donc, on a essayé de mettre ça bien en évidence par un pictogramme clair, le cadenas ouvert, qui est un pictogramme assez communément utilisé pour ce genre d'action, la couleur verte. Et on l'a placée en tête de gondole, si je puis dire, puisqu'elle était auparavant un peu enfouie dans les métadonnées de notre notice et beaucoup moins visible. L'idée étant, vous voyez, qu'on met tout ce qui est nécessaire à la citation et à l'interopérabilité. Vous voyez le lien ARC sous ma souris, le lien 3IF encore sous ma souris, et cette fameuse licence qui vous donne accès. Donc l'idée, c'est vraiment, non seulement qu'on n'ait rien à nous demander, mais qu'en plus que tout soit fourni très facilement et immédiatement en peu de clics. Alors ça, c'est évidemment quand on peut, c'est-à-dire quand le document est tombé dans le domaine public ou quand on a réussi à convaincre les auteurs, les autrices ou les ayants droit que cette licence était quelque chose qui était bénéfique à la libre propagation des contenus culturels. Parfois, on n'y arrive pas. Et donc, dans ce cas-là, on se rabat sur une autre licence. Donc, ça peut nous arriver de mettre sur Nubis une licence Creative Commons un petit peu plus restrictive. Il peut arriver que les auteurs soient réticents à l'usage, par exemple, de leurs documents
pour la vente, pour un usage commercial. Sachant que, enfin, soyons évidemment clairs, l'usage commercial qui est fait des images qui sont sur Nubis, c'est pas la production d'objets dérivés lucratifs, c'est généralement un ouvrage scientifique qui est, donc voilà, c'est vraiment une utilisation culturelle qui est faite de nos données. Donc ça, je dirais, l'action la plus visible, la plus grand public en faveur de la libre diffusion des connaissances. Ça n'est pas la seule chose qu'on fait. On est très attaché à la BIS à promouvoir des projets en humanité numérique, des projets au service de la recherche, donc bien sûr toujours en coopération avec des chercheurs. Ces projets se font toujours dans le respect des principes FAIR. Donc, je vous ai parlé de l'anglais, mais je vous traduis ça en bon français. Donc, facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, pour parler plus concrètement, l'idée, c'est qu'on utilise des logiciels libres. Donc, je vous disais par exemple Omeka pour la bibliothèque numérique, mais c'est plus largement valable. C'est-à-dire, si on construit une base de données, on utilise un outil libre. Si on ouvre un carnet de recherche, évidemment, on utilise un outil libre de type hypothèse. Si on a un projet qui peut servir, évidemment, on met la documentation en libre accès sur un dépôt de type GitHub. Évidemment, on utilise des formats interopérables. Enfin voilà, on applique tout ce qu'on peut de telle sorte que ce qu'on produit ou ce qu'on contribue à produire avec des chercheurs soit librement réutilisable. Donc ça, c'est pour notre paroisse, si je veux dire, c'est pour ce que nous pratiquons nous. Nous essayons d'autre part de la promouvoir auprès de notre public. Et donc pour ça, on a ouvert il y a très peu de temps, il y a un petit peu moins d'un an, cette page. Vous voyez, qui est une page dédiée aux recherches sur la science ouverte. Donc on a essayé de faire quelque chose de progressif et de pédagogique en listant les ressources nécessaires en fonction, vous voyez, je passe ma souris sur le côté, là, sur le plan, de du stade où en est le chercheur. Est-ce qu'il veut s'informer en général ou est-ce qu'il veut aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'il cherche un tutoriel sur un point précis? Donc on a tenté de répertorier tous les outils qu'on trouvait sur le web, parce qu'il y en a enfin, vraiment énormément partout, en essayant de prendre ce qu'on pouvait trouver de plus pertinent, facilement accessible évidemment, et adapté à notre public, qui est un public SHS, sciences humaines et sociales, où il n'y a plus de discipline scientifique à la BIS. Euh, donc voilà pour le contexte général. C'est le premier volet de ma réponse. Pourquoi on s'est mis à candidater à Sabel? Bah parce que c'est dans notre culture en fait depuis des années et des années. Et donc ça rentrait parfaitement dans nos pratiques. Alors maintenant, pourquoi ce label? Je crois que vous l'avez cité un moment dans votre présentation. L'un des signes de l'engagement d'une institution dans ce processus-là, c'est très souvent un ancrage dans la fiche de poste. C'est assez vrai chez nous, c'est-à-dire qu'il y a dans mon service une personne, une conservatrice qui est chargée de projets numériques et de sciences ouvertes, et dans sa fiche de poste figure effectivement le partenariat avec Wikimedia France. Alors tout ça, c'est pas construit tout de suite. Euh, on a eu en fait des interventions ponctuelles sur les outils Wikimedia plus liées à des personnes. Donc je pense particulièrement aux chargés de collection. Donc ce sont les personnes qui repèrent, acquièrent, valorisent des collections dans une discipline donnée, qui à l'occasion de leur travail en fait pouvaient contribuer aux outils Wikimedia. Ça arrivait. Et puis depuis il y a véritablement un service dédié à la valorisation numérique, il était rentré dans les pratiques, en fait, à chaque fois qu'on avait un projet, d'enrichir les outils Wikimedia avec les connaissances produites à l'occasion de ce projet-là. Ça a été, je dirais, le premier petit pas. À ce moment-là, il n'y a pas de cadrage institutionnel, il n'y a pas de caractère systématique, ça repose sur la bonne volonté des personnes qui étaient là et qui étaient intéressées par ces projets-là. L'élément déclencheur, qui est un peu triste en soi, mais voilà, qui a fonctionné, c'est le confinement, en fait. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes s'est retrouvé au printemps 2020, en partie au chômage, puisqu'une partie des tâches concernaient, par exemple, les livres, hein, et donc nécessitaient d'être sur site, et donc ils ne pouvaient plus l'être. Et donc on s'est retrouvé à bénéficier, un peu par hasard, de temps de travail assez important au total, qui nous a permis de donner un gros coup d'accélérateur. À ce moment-là, on préparait notre candidature pour un projet auprès de Colex Percé qui s'appelle S-Lettres, qui était un projet de numérisation, valorisation des thèses S-Lettres soutenues en France au XIXe siècle. Et donc ces thèses ont des auteurs, ont des jurys,
qui ont compris évidemment des professeurs de la Sorbonne. Et on avait une collection assez riche de portraits de professeurs de la Sorbonne. Donc à cette occasion, on a, vous voyez, cette page-là a été créée pendant le confinement, institutionnalisé la chose, c'est-à-dire que des agents de la Sorbonne, je dirais au total une bonne grosse dizaine, s'est mis d'une part à enrichir assez systématiquement les notices de professeurs de la Sorbonne pour lesquels on avait des matériaux et toutes sortes de publications, et à verser dans Wikimedia Commons, je dirais pas en masse, parce qu'on n'est pas en train de parler de milliers, hein, mais à verser voilà, en groupe, on va dire, les portraits de ces fameux professeurs. Donc, vous voyez, la page a été créée, elle résume un peu toutes nos actions. Si je prends un exemple, vous voyez là toutes les statistiques sur les différents projets. Voilà un exemple. Par exemple, on a versé, vous voyez, des plans de la Sorbonne qui sont, c'est joli, je crois. Il a du mal à me faire la mise au point. Vous allez me croire sur parole. Voilà, ces plans-là. Ou bien, là, peut-être vous voyez un petit peu mieux, ce sont des vues assez anciennes qui datent de la période Le Mercier du bâtiment de la Sorbonne. Tout ça a été fait pendant le confinement. Et tout ce que vous voyez là, donc là je passe assez vite, mais je pense que le fait qu'il y ait trois colonnes vous renseigne quand même assez bien. Tout ça, ce sont les articles créés ou modifiés par les agents de la Sorbonne. Donc, vous voyez, il y a eu à ce moment-là un gros coup d'accélérateur. On s'est mis à contribuer beaucoup en lien avec ce projet-là. Euh, Peu de temps après, le partenariat s'est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on a conclu une convention signée de part et d'autre, chez vous par la présidence de Wikimedia France, chez nous par la présidence de l'Université Paris 1, de manière à donner un cadre un peu plus formel et puis une reconnaissance officielle à ce partenariat. À partir de ce moment-là, on n'a pas fondamentalement changé nos pratiques, je dirais qu'on les a intensifiées. C'est-à-dire que ces versements se sont faits un peu plus systématiques, l'enrichissement d'articles aussi. Quand je dis l'enrichissement d'articles, c'est à la fois l'enrichissement des articles sur Wikipédia et l'enrichissement du volet métadonnées sur Wikidata. La bibliothèque de la Sorbonne est l'une des plus grosses contributrices de France au ce qu'on appelle les autorités, je suis peut-être en train de jargonner, aux autorités, ce qu'on appelle les autorités dans les catalogues de bibliothèques, c'est-à-dire les notices qui définissent un certain nombre d'informations qui rendent cette personne non confondable avec une autre personne et qui lui octroient un identifiant pérenne. Donc la bibliothèque de la Sorbonne je ne sais plus si on est les premiers, deuxième ou troisième plus gros contributeurs de France à ce réservoir d'autorité. Donc pour nous, c'est une activité extrêmement importante à la BIS. Et donc ça faisait sens, en fait, de prolonger cette action par la consolidation, le renforcement de ces identifiants Wikidata. Petite parenthèse, évidemment, à chaque fois qu'on fait un projet, nos identifiants sont alignés avec les identifiants de Wikidata. Euh, à ce moment-là, donc je dirais, on arrive en 2023, et donc la personne qui a dans sa fiche de poste le suivi des relations avec Wikimedia nous informe qu'il y a ce label. Donc nous, très modestement, nous avons candidaté pour le label bronze. Et en fait, on a été contacté par vous pour nous dire, mais non, 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 ce que vous faites est très bien, candidatez plutôt au label argent, ce sera très bien. Donc on a eu le label argent à notre grande surprise en 2023, on était ravis. Et donc on a poursuivi sur notre lancée en approfondissant les actions. C'est-à-dire que d'une part, on a réservé une partie du temps de travail d'un de nos mentors étudiants. C'est un étudiant qui, d'une part, poursuit ses études et d'autre part, fait quelques heures de service public et d'une autre action à l'intérieur d'une institution culturelle. Et on l'a chargé de verser assez systématiquement toutes les parties de Nubis, de notre bibliothèque numérique, qui pouvaient se prêter à un versement sur Wikimedia Commons. Donc, évidemment, tout ne s'y prête pas. Vous voyez, bon, on a des manuscrits, on a des cours en latin, enfin, oui, des choses qui ne sont pas forcément faciles à mettre en valeur sur Wikimedia. Mais je dirais que l'immense majorité de nos images ont été versées, tout ce qui concerne la Sorbonne, et tout ce qui concerne des projets qu'on a pu mener. Euh, Dans les choses qu'on a faites en plus, alors c'était pas dans l'idée d'obtenir le label, mais disons ça participait à notre engagement en faveur de la science ouverte et par ailleurs ça nous a servi pour obtenir le label. On s'est mis à participer aux campagnes qu'on appelle One Lib, One Ref, donc en français une bibliothécaire, une référence. Donc l'idée de ces quelques journées de mémoire 2 fois par an,
une fois en hiver, une fois au début de l'été, c'est que des bibliothécaires se consacrent quelques jours à l'ajout de références bibliographiques sur des articles. On a la possibilité de bénéficier d'une présélection, si je puis dire, c'est-à-dire que Wikimedia vous propose des endroits où il manque des références, mais on peut aussi, et c'est bien sûr la voie qu'on a choisie, parce que c'est plus logique avec la manière dont on procède, de choisir des projets sur lesquels on estimait qu'il y avait des choses à ajouter, à enrichir sur Wikimedia. Et donc on organise une demi-journée, deux demi-journées, ça dépend sur un thème donné pour enrichir ces contenus. Donc, vous voyez, là, vous avez la toute dernière et donc vous voyez nos contributions. Donc, généralement, on prend un thème. Donc, ça, la dernière fois de mémoire, on a pris les bibliothécaires de la Sorbonne et on a regardé ce dont vous disposiez et on a enrichi au moyen de nos différents outils. Une autre fois, on a mis en valeur les fonds d'archives qui se trouvent à la Sorbonne et qui pouvaient intéresser des internautes. Dernière chose qui, j'imagine, a contribué à ce qu'on ait ce prix, on a participé, je crois que c'était la première édition, fin 2024, au jury du prix Wikimédia de la recherche, qui récompense un travail universitaire fait sur Wikimédia, un des outils Wikimédia, sur les actions de Wikimédia. Euh, donc voilà pour le tour d'horizon. Donc je dirais que ça, vous voyez, ça repose sur deux choses. D'une part, un engagement un peu ancien dans cette direction-là, et d'autre part, un certain nombre d'actions qui sont allées croissant à la faveur des opportunités qui se sont présentées, et bien sûr grâce à du temps de travail dédié qui a été ajouté. Je vous montre le beau label, voilà. Et évidemment, sur toutes les pages de notre bibliothèque numérique figure, vous voyez, ce que vous voyez en bas à droite, donc le petit pictogramme qu'on a ajouté partout. C'est superbe. J'ai répondu un peu longuement, mais j'ai répondu quand même, je crois, à votre question. Absolument, non, je trouve que c'est vraiment, super, d'avoir, justement une présentation pour mieux comprendre aussi comment l'idée, en fait, est arrivée de postuler, de comment la démarche a été, en fait, construite sur un certain nombre d'années, au final. Puisque évidemment, chaque institution a son propre parcours, dans son appréhension du abeille, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir les retours d'une personne qui, justement, a fait un travail, très complet justement pour monter, justement en crescendo sur le développement des politiques open content et d'arriver jusqu'au label, voilà, enfin, je pense que ça éclaire aussi bien plus qu'une présentation, simple du concept en fait, puisqu'en fait, on a vraiment besoin aussi de voir l'implémentation pratique, comment ça s'est passé chez vous et aussi le développement sur vos plateformes, est particulièrement intéressant donc merci beaucoup pour ça. Alors, bah, je continue, hein, puisqu'on est bien lancé. Hem, Au-delà de, en fait, de tout ce travail que vous avez mis en place au fur et à mesure des années, d'implémentation dans les fiches de poste de vos équipes, et du développement des plateformes que vous avez, mis en place, est-ce que vous pouvez nous résumer, en fait, quelles sont les principales étapes, qu'a suivi votre institution dans le processus de candidature? Euh, Alors ça, j'avais un peu l'impression d'y avoir déjà un peu répondu. Je dirais que pour encore une fois, on n'avait pas prévu hein, que vous alliez lancer ce label-là. C'est arrivé à un moment qui tombait assez bien pour nous et il nous a semblé qu'on réunissait les critères. Euh, le plus dur a été, à vrai dire, de bien comprendre ce que vous vouliez dans les différentes rubriques. C'est ce qui fait probablement qu'on a visé trop bas au début, c'est qu'on n'avait pas bien compris à quoi vous faisiez allusion. Voilà. Et donc peut-être que petit à petit, on a un peu mieux compris comment valoriser nos actions. Il y a probablement un petit côté Monsieur Jourdain, c'est-à-dire pendant de nombreuses années, on faisait sans doute de la science ouverte sans bien s'en apercevoir. Et finalement, le fait de candidater un label comme celui-ci fait qu'on est obligé de verbaliser, de mettre un mot sur ce qu'on faisait sans le savoir. Euh, et donc, en ce sens, c'était sans doute assez utile. Donc, je dirais que l'étape, c'était plutôt de réunir en fait nos différentes actions. À vrai dire, enfin, vous le savez puisque vous le pratiquez, les actions sur Wikimedia s'autodocumentent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pages projets, je vous ai montré là il y a quelques instants la page sur laquelle on voit
Le tableau de, je crois que il y a un mot anglais compliqué, mais outreach, voilà, le tableau de bord Rayonnement. d'accord, qui liste toutes les actions. Donc finalement, c'est assez facile à récupérer puisque tout ça se synthétise très bien de soi-même grâce aux outils Wikimedia. De mémoire, le tableau de bord n'existait pas quand on a commencé. Je crois que c'est une action qui s'est pas mise en route immédiatement, mais c'est parfait. C'est d'autant plus bien, c'est qu'on voit après sur nos articles créer ou modifier les interventions qui ont eu lieu. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire que ça a marché, c'est-à-dire qu'on a lancé quelque chose qui ensuite essaime et voilà, qui se diffuse, qui était exactement ce qu'on visait. Euh, donc la documentation n'est pas très difficile à réunir dans le sens où elle s'auto-archive très bien toute seule. Mmh. Non, ça fait sens. Je pense que dans la partie, effectivement, sur les principales étapes, effectivement, vous avez évoqué certains aspects, mais je me pose la question, par exemple, vous avez postulé en bronze et puis après, finalement, on est revenu vers vous. Mais est-ce que vous avez discuté avec d'autres institutions patrimoniales, par exemple? Est-ce que vous avez eu la possibilité d'échanger, avec d'autres institutions, par exemple? Je me demandais par hasard, mais peut-être Pas pas. du tout. Pas Pas du du tout. tout, pas du tout. On n'avait pas la moindre idée de qui candidater et on ne s'est pas posé la question. Non, non, non. À ce moment-là, pas du tout. Mais non, mais c'est intéressant parce que du coup, nous, on a eu des retours, pas forcément, pas d'Abyss, hein, évidemment, mais sur le fait que bah, parfois, par des réseaux professionnels, on a aussi des personnes qui ont déjà candidaté, qui peuvent faire, enfin, rencontrer de manière aléatoire, en fait, des personnes qui sont déjà dans le processus. Et du coup, des fois, ça aide. Et je me posais la question si ça avait été le cas pour Abyss, mais ça ne l'est pas. Et en fait, finalement, tant mieux parce que du coup, c'est vraiment encore. Enfin, je peux pas dire vraiment mieux parce que c'est chouette de rencontrer des nouvelles personnes qui vous partagent aussi leurs initiatives. Mais voilà, c'est tout à votre honneur. Donc voilà. J'en Alors, en profite. revanche, ça a marché dans l'autre sens. C'est vrai? C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que quand on a obtenu le label or, on a été contacté par une institution, j'ai un gros trou de mémoire, je ne sais plus qui c'était, qui nous a demandé conseil pour sa propre candidature, en nous disant, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais on envisage pour dans 1 an ou 2, et on aimerait savoir si vous pouvez nous donner voilà, des tuyaux, nous dire ce qui est, voilà, ce qui marche pas. Donc évidemment, j'étais bien en peine de savoir ce qui avait marché ou pas marché, mais je pouvais en tout cas donner le contenu de notre candidature et ce qui me semblait être un aspect déterminant. Et puis surtout, j'ai renvoyé à votre documentation parce qu'il y a une documentation très claire en fait sur la manière dont sont formulés les critères et ce que vous attendez. Ok, on a eu un tout petit résumé là que vous avez projeté, mais c'est suffisamment bien fait pour qu'on sache à quoi s'attendre et qu'on sache assez rapidement si l'institution est éligible ou pas. Mm, mm. Oui, bah oui, je pense qu'effectivement, les documents sont plutôt, enfin, sont faits pour de toute façon soutenir les institutions qui veulent candidater, mais de manière générale, je pense que Wikimedia France se réjouit aussi de voir que des professionnels font, enfin, interagissent entre eux aussi pour justement se soutenir dans ces étapes, puisqu'en fait, voilà, une expérience dans le label peut aider d'autres, et en fait, finalement, je pense que c'est aussi une forme de soutien du champ comment on dit, practitioners, des professionnels du champ qui nous aident en fait finalement à évoluer à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Donc je me réjouis de savoir que c'est possible et je vous remercie d'avoir aussi d'avoir contribué au partage de ce label avec d'autres institutions, puisque de toute façon enfin, ouais, moi, je trouve que il n'y a pas d'équivalent. C'est toujours mieux que de lire une charte. Voilà, malgré tout. D'accord. J'aurais pu vous faire une autre réponse, je m'aperçois. Quand vous parliez des étapes, on aurait pu imaginer, vraiment au conditionnel, qu'on ait besoin de convaincre. Puisque, vous l'avez dit, avant même de candidater, il faut que l'institution ait signé une charte. Chez nous, la signataire de la charte, c'est la présidence de l'Université Paris 1. Et donc, pour notre cas précis, notre grande chance, c'est qu'on n'a eu à convaincre ni la direction de la BIS, ni la direction de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est très impliquée dans ces questions-là et qui était évidemment immédiatement partante. Mm. Donc, on partait effectivement avec quelque chose de très positif. Je ne sais pas du tout si c'est le cas partout et s'il n'y a pas une petite étape d'explication nécessaire, ne serait-ce que pour la signature de la charte, par exemple. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec vous, hein. Je pense que de toute façon, chaque institution a sa propre tutelle.
et du coup fait face à des défis qui sont différents en fonction de la tutelle auquel elles appartiennent. Donc c'est une chance pour Abyss. Je sais d'expérience que parfois certaines institutions veulent candidater et doivent évidemment rentrer dans ces questions de discussion de la charte et de réussir à convaincre la tutelle pour justement rentrer dans ces discussions. Et auquel cas, je trouve que ça peut être effectivement intéressant de rentrer en contact avec des institutions qui ont fait ce processus-là, puisque du coup, c'est aussi essayer de trouver le bon argumentaire, de trouver les bons mots pour pouvoir parfois convaincre une tutelle qui n'a pas toute la visibilité sur les avantages et les bénéfices de open content, enfin de l'ouverture des contenus de manière générale. Et c'est une problématique que tout le monde rencontre, enfin tout le monde rencontre. Pas vous, pour le coup, mais qui est quand même assez commune finalement. Et il y a des bonnes, il y a des bonnes pratiques qu'on peut se partager notamment. Mais j'en profite du coup puisque nous avons évoqué le fait que vous aviez eu effectivement cette question de la charte après signer, mais finalement ça n'a pas été difficile puisqu'en fait vous aviez déjà une politique institutionnelle très forte soutenue par votre tutelle. Est-ce que vous aviez fait face à d'autres défis, d'autres difficultés quand vous êtes rentré dans cette candidature-là et comment vous les avez, si oui, comment vous les avez confrontés, enfin, est-ce que ça se dit en français, confronté? Je ne sais plus. Je vous laisse la parole. Je crois que j'ai compris l'idée. Euh, je dirais que pour parler de manière assez pratique, si jamais on s'adresse à des personnes qui souhaitent candidater, en tant que candidate, je dirais que la difficulté, c'est peut-être le formulaire lui-même. C'est-à-dire que vous l'avez conçu, hein, et c'est pas une critique, hein, c'est peut-être une suggestion. Vous l'avez conçu comme commun aux trois labels, ce qui fait que on a une sorte de processus d'approfondissement qui glisse lentement vers l'or. Et il y a un moment où on ne sait plus où mettre les informations parce qu'on a l'impression qu'on l'a déjà mis un peu dans le bronze, déjà mis un peu dans l'argent, et on se retrouve voilà, un peu empêché. Je me demande si trois formulaires distincts nous éviteraient pas à certains moments des redondances, parce que bon, on ne sait pas du tout comment vous dépouiller. Hmm. Et il peut arriver, je ne sais pas du tout si c'est le cas hein, pour vous, mais comme on n'avait pas la composition du jury, on n'avait pas la manière de délibérer, ça peut arriver sur certains jurys qu'il y ait une personne chargée d'une question. Ça arrive. Et donc, on se retrouvait à bourrer dans, dans chaque question un maximum d'informations en disant, bah, si jamais il y a une personne qui ne voit pas cet aspect dans cette question, on risque de pas être pris. Voilà. Donc, je me demande si ce serait pas plus clair, voilà, en en visant chacun des labels. Je me demande aussi si on gagnerait pas à laisser un tout petit peu plus libre les candidats. Alors, je reconnais que c'est peut-être plus difficile à dépouiller, hein, mais vous avez probablement des choses en tête quand vous posez les questions. Nous, on comprend pas exactement quoi. Donc, on essaye de vous correspondre, mais on a l'impression par moment de dire plusieurs fois la même chose. Et je me demande s'il faudrait pas, voilà, mettre peut-être trois, quatre grandes questions et laisser les personnes développer. Voilà, pour que ce soit plus facile à comprendre. Le petit PDF qu'on fournit et qui donne les questions n'est pas exactement raccord après avec les questions qu'on a, donc on est voilà. Donc peut-être une suggestion pour l'avenir, donc pas un gros blocage, mais voilà, une petite précision. Ça, c'est pour la candidature elle-même. Pour les éléments, parce que c'est un aspect, je pense qu'il faut qu'on aborde, pour les éléments qui concourent à donner des arguments pour nous obtenir le label. Il y a des choses sur lesquelles c'est assez simple, de type versement sur Wikimedia Commons, enrichissement de Wikidata, on voit très bien. Il y en a d'autres avec lesquelles on a un peu plus de difficultés. C'est que la Bibliothèque de la Sorbonne, et probablement on n'est pas du tout les seuls, hein, est une institution culturelle qui dessert un public de chercheurs avec des habitudes de chercheurs. Donc on se comporte sur les articles comme des chercheurs. Alors, ça, évidemment, on lit hein, la documentation qui est très très bien faite pour contribuer à Wikimedia. Enfin, vraiment, c'est pour toute personne qui veut démarrer une contribution, vous fournissez vraiment des modes d'emploi qui sont très clairs, des bacs à sable, voilà.
En revanche, nous, on a rencontré un problème majeur qui fait qu'on a baissé en fait notre contribution à Wikimedia, c'est que le Wikimedia, donc Wikipédia en particulier, est autogéré par des personnes qui ne sont pas forcément des gens qui ont des habitudes scientifiques. Donc, pour vous donner un exemple très précis, on a sourcé les images. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas juste contenté de les verser dans Wikimedia Commons avec les métadonnées, mais quand on les a accrochées à un article Wikipédia, évidemment, on a cité la source, Bibliothèque de la Sorbonne. Et au bout, je dirais, de 4-5 images, eh ben, on a été menacé de blocage. C'est-à-dire que la communauté est venue nous dire, je cite, que nous spammions le nom de notre employeur. Donc on a expliqué qu'on était là dans le cadre d'une coopération, qu'on n'avait pas on n'était pas salarié d'une entreprise commerciale, mais agent d'une institution culturelle, qu'on ne cherchait pas à vendre nos images, qu'on mettait en fait à libre disposition et que notre pratique était juste une pratique scientifique, c'est-à-dire que quand on écrit un article scientifique, on cite précisément sa source, on ne suppose pas que l'internaute va aller chercher les métadonnées à l'intérieur de Wikimedia Commons pour comprendre qu'il s'agit de la bibliothèque de la Sorbonne. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a une petite différence de pratique qui fait qu'il y a un ajustement à trouver. Donc, on a trouvé, hein, on a retiré notre nom de toutes les images. Donc, c'est un peu dommage pour le chercheur, au sens où quand il tombe sur un article sur la Sorbonne, eh ben, il ne sait pas que cette image est conservée à la bibliothèque de la Sorbonne, sauf s'il va voir dans les métadonnées de l'image. Donc, voilà, c'est le défaut de ces outils-là. Euh, c'est, hum, c'est une très bonne pratique, hein. Je comprends par ailleurs la nécessité de ce genre d'outils. On est très vite repéré quand on fait des modifications en masse. Donc, quand on a, par exemple, un projet qui nous a donné un certain nombre de publications scientifiques sur un sujet donné, on se retrouve à modifier en masse un certain nombre d'articles. Et là, en fait, on est soupçonné de faire la promotion de l'outil, qui est un outil scientifique payé par des fonds publics, vous voyez, qui vise à la libre diffusion de la connaissance et qui n'est pas du tout un outil qui va nous rapporter de l'argent. On vise vraiment à diffuser les connaissances. Donc là encore, il faut faire très attention quand on essaye de diffuser librement de la connaissance produite sur des outils libres. Voilà, il faut y aller avec parcimonie parce qu'en masse, voilà, on est soupçonné de ça. Donc, on y arrive quand même, hein, et on n'a pas du tout renoncé, c'est-à-dire qu'à chaque projet, on continue à disperser les informations sur un maximum de vecteurs. Et je pense qu'on a raison, puisque pour vous donner les statistiques 2024, j'ai pas encore 2025, l'année n'est pas terminée, le premier vecteur d'entrée sur Nubis, c'est le moteur de recherche que je n'ai pas besoin de citer. Le deuxième, c'est le site web de l'Abyss. Le troisième, c'est Gallica. Sans surprise, on est moissonné par Gallica. Et la suite, ben, vous l'avez deviné, c'est Wikipédia. C'est les outils Wikipédia qui nous rapportent du trafic. Donc, je suis évidemment pas en train de dire qu'on recherche du clic pour le clic, hein. L'idée, c'est vraiment d'obtenir une diffusion la plus massive possible de collections dont on souhaite qu'elles trouvent leur public, puisqu'on a consacré des moyens à les numériser et à les mettre en ligne. Donc, on est, en ce sens, évidemment, parfaitement convaincu de l'utilité de se retrouver sur le chemin dans l'internaute. Il se trouve que l'internaute est statistiquement plus sur Wikipédia que sur Nubis, donc on trouve très important de se mettre ici. Mais c'est voilà, c'est une action à faire vraiment avec doigté, puisque on est toujours sur le fil. Et très logiquement, hein, Xavier Caillot qu'on citait nous avait dit, je ne peux rien pour vous, puisque c'est la communauté qui gère. C'est une autogestion, donc nous, on a essayé de dire, on est de bonne foi, on a une convention avec Wikimedia, mais ça n'est pas un argument face à la communauté qui régule l'outil. Voilà, donc ça, ce serait voilà, le petit point négatif et le fait et ce qui est un frein en fait au développement de la coopération, puisque plus on massifie les actions, plus les IP sont tracés comme intervenant massivement, plus l'utilisateur, qui évidemment est tout à fait transparent, hein, vous pouvez voir toutes les interventions de la Sorbonne, c'est bah, sans surprise CO-Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, c'est moi. Voilà, donc on intervient de manière complètement transparente et on se crée bien sûr à chaque fois une page en disant, voilà, je suis un agent de la bibliothèque de la Sorbonne et je contribue à la libre diffusion des connaissances de la bibliothèque. Donc voilà, c'est un élément, c'est sûr, à prendre en compte.
Merci. J'apprécie particulièrement toute honnêteté derrière en fait cette intervention, puisqu'en fait, voilà, je trouve que c'est important de parler effectivement aussi des difficultés qu'on peut rencontrer. Effectivement, la communauté a ses propres pratiques et on essaie de trouver une façon de pouvoir collaborer ensemble, puisqu'en fait, aussi un bien commun numérique, c'est-à-dire qu'en fait, la gouvernance de outils est commune en fait. Donc finalement, on doit trouver des façons de pouvoir collaborer ensemble en fonction de pratiques communes. Donc, effectivement, c'est parfois déstabilisant pour des institutions, surtout des institutions qui, justement, partagent de bonne foi des contenus avec, voilà, qui sont sourcés ou, justement, qui ont des pratiques spécifiques comme la pratique des chercheurs. Et en même temps, voilà, c'est aussi, ça fait partie de comment est-ce qu'on arrive à trouver des consensus dans les pratiques de contribution. Donc, je suis très, enfin, ouais, je suis très contente d'entendre aussi des retours, même si, bon, je sais que ça peut être parfois difficile, effectivement, voire ça peut créer de l'incompréhension au sein des institutions. Mais je suis contente de voir que malgré tout, ça a été, et qu'en fait, ça n'a pas, bon, ça n'a pas empêché d'avancer sur les projets. Donc voilà, merci beaucoup d'être aussi franche dans les difficultés qui ont pu être rencontrées. Euh, j'ai encore quelques questions, donc j'en profite. On a parlé du fait que Abyss avait effectivement implémenté dans ses fiches de poste un travail, enfin voilà, des missions qui sont liées à la contribution. Et je me demande si, en fait, voilà, comment le personnel et vos équipes se sont engagés à respecter ces principes autour du label, euh, autour de l'ouverture des contenus. Comment ça s'est passé au sein de votre équipe, vu que vous avez déjà partagé que c'était un processus de quand même un certain temps. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est développé chez vous. Alors, je dirais que le respect préexiste au label. Et que vous voyez, pour les informaticiens du service, par exemple, je n'ai pas besoin de leur dire, il faut déposer sur GitHub. Ils le font naturellement. C'est-à-dire que ce sont des pratiques profondément ancrées et que probablement les gens du service, en fait, ont cette culture-là et probablement c'est pour ça qu'ils postulent et c'est aussi pour ça qu'ils viennent ici. C'est qu'ils s'attendent à trouver ça et à pouvoir pratiquer ça. Euh, c'est plus difficile à mesurer sur l'ensemble des personnels de l'institution, dans le sens où quand on propose des actions de type participation à One Live, One Ref, euh, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah mais ça m'intéresserait beaucoup, mais c'est pas ma priorité. Et je peux le comprendre que dans une fiche de poste bien remplie, ce soit pas l'action principale. Donc, il y a un certain nombre de chargés de collection. Donc, vous savez, les personnes dont je vous parlais qui repèrent, acquièrent et valorisent les collections, qui ont complètement intégré ça dans leur pratique. Donc, voilà, pour ces personnes-là, il y a pas de problème. C'est plus difficile je pense, des personnes qui ont moins l'habitude, dans le sens où il y a quand même un petit coup de main à prendre, un esprit à prendre, qui se fait assez vite, hein, mais c'est vrai que j'ai eu d'autant moins de mal à rentrer dans ce moule de ce moule, dans cette pratique-là, que je l'avais pratiquée de mon propre chef sur un poste précédent. C'est-à-dire voilà, une toute autre institution, je m'étais mise à contribuer de moi-même pour valoriser les outils de mon institution, qui était la BNF en l'occurrence à l'époque, à un moment où c'était beaucoup moins développé et que j'avais bien sûr averti ma hiérarchie que je le faisais, mais c'était peut-être dans les années 2000 un tout petit peu tôt pour les inclure dans les pratiques en dur. Attends, je dirais que l'époque a quand même pas mal changé. Et donc, on a quand même beaucoup de bibliothécaires largement acquis à cette cause. Il peut rester des réticences, je dirais, chez nos partenaires. Ça peut arriver. Chez les chercheurs, jusqu'à présent, nous, on a plutôt eu de la chance parce que j'ai vraiment pas de souvenirs de personnes qui auraient bloqué quand on les a avertis que tout serait disponible, librement accessible, que nos outils, c'est forcément ouvert, que nous, on dépose sur GitHub, que la documentation, on la garde pas pour nous, on la publie. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème avec des personnes qui bloqueraient et qui diraient non, moi, je participe pas si c'est libre comme ça. Ou je participe pas si vous commencez à alimenter avec le produit de ma recherche, les articles Wikipédia. Personne n'a bloqué à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être signe que les mentalités changent et que l'utilité et la rentabilité, alors pas du tout au sens économique, hein, le fait que la libre disposition, en fait, fait gagner du temps. C'est-à-dire que quand on a
une partie du travail librement accessible, déjà faite, déjà précuite, et ben plutôt que de perdre du temps à refaire ce que quelqu'un a déjà fait à l'autre bout de la France ou de la Terre, et ben on passe directement à l'étape suivante. Donc c'est rentable au sens où on épargne du temps qu'auparavant on utilisait à réunir des choses qui en fait ont déjà été faites par quelqu'un d'autre. Mm, mm, absolument. Et puis quand on réfléchit de manière générale aussi, hein, je veux dire, je pense que dans le contexte actuel, avec des réductions économiques, enfin des réductions de budget qui sont assez conséquentes dans le cadre de la recherche, mais aussi des institutions patrimoniales culturelles, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à effectivement quand on essaie de valoriser la carrière des chercheurs, c'est notamment à travers la visibilité de leur recherche. Et que aujourd'hui, bah, de plus en plus de bibliothèques n'ont plus les moyens de pouvoir accéder au paiement au paiement des prescriptions d'articles, enfin d'articles de presse académique qui sont du coup euh, trop chers au final, voilà, qui sont à un prix trop conséquent pour les budgets, pour les deniers publics parfois, et qui du coup, le fait d'avoir des contenus qui sont ouverts permettent de à la fois valoriser le travail de recherche des chercheurs et en même temps de justement continuer le cycle d'accessibilité des informations, des recherches pour les autres chercheurs qui suivent, et donc une sorte de cercle vertueux de l'accès à l'information et des recherches. Mais c'est vraiment super intéressant pour le coup de réfléchir aux impacts de nos politiques derrière. Je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai encore quelques questions si vous avez, on a encore un petit peu de temps. Euh, Et laissez-moi regarder, j'ai ma petite liste. Est-ce que vous avez constaté des avantages depuis l'obtention du label? Ou des choses je sais pas moi, de la visibilité. Vous avez mis les abeilles, par exemple, les logos sur votre site internet. Donc Oui. ça, c'est magnifique. On est très content de les voir. Oui, on les a mis partout, oui, oui, oui. Je pense que ça se voit, sinon on n'aurait pas été contacté par une institution pour nous demander conseil pour l'obtention du label. D'un point de vue strictement objectif, c'est-à-dire le nombre de clics qui rentrent, puisque une chose qui est mesurable, quantifiable, on a eu des petits problèmes de statistiques. Donc je pense que je pourrais vous répondre début 2026 voilà, en vous disant si l'obtention du label hors 2025 a généré plus de trafic. J'imagine que ça contribue effectivement à la réputation de la bibliothèque de la Sorbonne comme bibliothèque fortement engagée dans la science ouverte. Mais j'ai pas, vous voyez, d'éléments précis et concrets à vous donner qui prouveraient que le label a fait grandir quelque chose. Bon, bah, on attendra alors pour avoir Voilà. vos retours. On est patient, donc tout va bien. Euh, Alors, je regarde. Oui, alors ça pourrait être intéressant. On a déjà un peu. Je pense que toute la conversation est de toute façon autour de comment est-ce que quelqu'un qui a déjà vécu ce processus de labellisation peut partager des conseils. Mais est-ce que vous avez des conseils pratiques pour les institutions qui veulent se lancer dans le processus, qui veulent se lancer sur la question d'open access? Est-ce que vous avez des tips? Alors, des trucs et astuces. Alors, je dirais que pour commencer, a priori, la documentation que vous proposez est tout à fait claire. Donc, enfin, nous, on a pris le temps de bien la télécharger, bien la lire. Le conseil serait un peu valable pour toutes les candidatures de ce type. C'est-à-dire que le formulaire n'est pas très pratique à saisir. C'est-à-dire qu'on peut pas. Vous savez, il y a certaines institutions où vous pouvez enregistrer au fur et à mesure les réponses pour n'avoir plus qu'à la fin à valider. C'est pas du tout le cas. Donc on prépare et on se retrouve avec un formulaire légèrement différent. Donc la saisie est très très longue. Donc faut vraiment pas s'y prendre au dernier moment. Mais peut-être que de votre côté, vous aussi, vous allez, je sais pas, apporter des améliorations qui feront que ce sera moins laborieux. Mais oui, je cache pas aux candidats que la saisie est un peu longue et qu'il faut beaucoup l'anticiper. Donc dans ce cas-là, ça serait oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous avez fait vos retours, j'ai bien noté. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris en compte vos retours. Et puis je vous remercie d'ailleurs de faire ces retours. Je pense que c'est toujours important aussi d'avoir la possibilité de s'améliorer, d'améliorer les processus, etc. Donc on est encore dans ce processus-là aussi nous-mêmes. Donc c'est bien noté. Et puis je ferai circuler l'information. Concernant
ce que vous venez de partager sur, et à mise en place, enfin voilà et à rédaction du contenu. Est-ce que dans ce cas, meilleur processus serait d'avoir, un document à part avec toutes les questions de manière à pouvoir tout rédiger en amont et faire du copier-coller C'est ce qu'on a sur fait. ce que vous avez Euh, fait? c'est ce qu'on a fait, oui, oui, oui. Mais comme le formulaire n'était pas totalement raccord avec le PDF qu'on avait obtenu, il a fallu s'ajuster. OK, Et les formulaires de saisie, les fenêtres se grossissent mal. Enfin, c'était pas très pratique d'accès. Je sais d'accord. pas si vous voyez sur certains sites internet, les sites gouvernementaux en particulier, vous procédez étape par étape et vous avez toujours la possibilité de sauvegarder. Euh, Oui, voilà. Et de revenir en arrière pour recompléter une réponse. Ça, c'est très pratique et ça permet la relecture en plus par d'autres. Si on donne ces identifiants, l'identifiant de l'institution, ça gagne pas mal de temps. Mais je comprends. c'est pas facile. Enfin, je reconnais que c'est moins facile à mettre en place que ce que vous avez actuellement. Oui, bah, après, je vous avoue que moi, je suis en tant que jury uniquement. Donc, si vous voulez, moi, j'arrive et on me tend les applications. Et pour répondre à votre question, d'ailleurs, sur la question des applications, on ne fait pas question par question, on fait institution par Et institution. oui, voilà. Bah, ça, c'est parfait. Mais comme candidat, on pouvait pas le savoir. Ah Voilà. oui, mais du coup, je me dis effectivement que je peux faire un retour aussi également en interne et dire, voilà, il faut peut-être qu'on communique mieux sur le fait qu'on fasse institution et on fait ça en binôme ou en trinôme. Donc, D'accord. on met plusieurs personnes à regarder plusieurs candidatures, mais on se répartit candidature par candidature et on n'est jamais seul sur une candidature. On essaie de toujours d'avoir un regard extérieur et d'avoir des temps de discussion pour délibérer sur chaque critère de manière à ce qu'on puisse voir l'entièreté de la candidature et de comparer, avec différentes perspectives. On essaie vraiment d'avoir, différents regards de manière à être, voilà, de pouvoir partager, la décision. Mais je me dis qu'effectivement, en fonction de vos retours, ça peut être effectivement intéressant de les implémenter, d'améliorer le processus pour les institutions futures. Donc je vous remercie pour ça. Je ferai les retours. Hem Est-ce que, pour finir, parce que je pense que c'est la dernière question, je me demande, je pense que vous avez déjà traversé de manière de manière assez complète, vous avez déjà fait un peu le tour de tous les éléments, mais est-ce que vous pourriez nous partager, voilà, pourquoi est-ce que vous considérez, que les institutions culturelles doivent aujourd'hui, peut-être postuler pour ce label, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Euh, Alors, je dirais que ça fait partie d'un écosystème un peu plus large, d'une politique plus large en faveur de la science ouverte, et que au milieu de ce paysage qui comprend maintenant pas mal d'institutions, enfin, j'ai cité EOSC, mais au niveau national, on a le COSO, le comité, j'ai oublié le O, mais pour la science ouverte. Voilà, on a un certain nombre d'outils qui existent. Et peut-être que l'avantage de cet outil-là, c'est d'être je dirais, c'est pas une institution, l'association la plus proche du grand public. C'est-à-dire qu'on développe beaucoup d'outils, qu'on essaye de concevoir comme le plus ouvert possible, dépose nos données de manière ouverte sur des dépôts, mais toutes ces choses-là sont pas forcément immédiatement accessibles à des personnes voilà, non habituées à ce type de format, à ce type de langage informatique. L'avantage de vos outils, c'est qu'avec les inconvénients que j'ai cités, hein, qui sont pas toujours adaptés aux pratiques scientifiques, malgré tout, votre grand avantage est que vous êtes infiniment connu, que ces outils sont infiniment utilisés et que donc on a grand avantage à se trouver sur la route du plus grand nombre. Parce que la petite partie qu'on vise, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les articles qu'on a faits sur des professeurs obscurs de la Sorbonne passionnent voilà, des millions de personnes, mais j'espère que voilà, les quelques dizaines qui peuvent être intéressées par ces personnes-là, on a plus de chances de les trouver en passant par vous que par d'autres vecteurs. C'est-à-dire que vous êtes plus facilement sur leur chemin que nous sur le leur, même si a priori c'est vers nous qu'ils devraient se tourner. Donc je dirais qu'on a avantage à utiliser vos outils et ensuite par ricochet à essayer d'avoir votre label parce que vous êtes le vecteur qui tape le plus large en fait. Vous avez une force de frappe infiniment plus large que ne peut avoir une petite institution culturelle à son échelle. Donc
Voilà, c'est un, bah alors c'est un intérêt bien compris, hein. Encore une fois, je suis pas en train de ramener du clic pour ramener du clic. L'idée, c'est de faire connaître au plus grand nombre de personnes possiblement intéressées par nos activités, ces activités et ces connaissances. Donc, pour moi, il faut saisir les opportunités qui se présentent, en particulier celles qui touchent un très très grand nombre de personnes gratuitement et très facilement. Mmh mh. Bah, je ne peux qu'être d'accord, même si je ne suis pas d'accord sur la partie, une petite institution culturelle. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, pour Non, non, non. ça évidemment, Non, mais la BIS est bien sûr une grande institution culturelle, mais je veux dire on n'a pas la même notoriété que oui, Wikimedia oui. France. Voilà. Non, mais je comprends, mais effectivement, mais après je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais de toute façon, je pense que c'est une collaboration, voilà et comment dire? Wikipédia et les bibliothèques sont des projets sœurs, quelque part, ou des projets frères, on peut dire plutôt, puisqu'en fait, on se renvoie à bail en termes d'information. Parce que de notre point de vue, en tant que Wikimedia France et Wikipédia en général, la question d'intégrité des informations vient aussi des collaborations qu'on peut avoir avec les bibliothèques, les institutions patrimoniales, les institutions de recherche, et cetera. Et donc le renvoi d'abat sur le rayonnement des collections, évidemment, est tout à fait, légitime et c'est super que ça fonctionne comme ça. Mais évidemment, voilà, c'est juste une belle collaboration, je pense, de pouvoir, faire ça ensemble. Donc, voilà, je ne peux qu'être, d'accord. Donc, je vous remercie beaucoup Cécile pour avoir répondu à nos questions pour aujourd'hui parce que d'une part, peut-être que les personnes qui sont en ligne ne le savent pas, mais ça devait être Xavier Caillot qui devait être aujourd'hui présent. Donc on a eu des discussions sur le fait de pouvoir, garder cette intervention, mais on est, très content de pouvoir avoir fait ça avec, Cécile Houbigi notamment et puis toute l'équipe de l'INACHA donc, voilà. Merci à vous. Ben, merci à vous deux pour ce très beau dialogue, très vivant et qui permet vraiment de comprendre ce qu'est ce label culture, à la fois de la part de l'institution qui le met en place, Wikipédia, et puis de la part d'une institution comme la BIS qui a obtenu ce label or. Donc, Cécile Obigy, j'aurais une première question à vous poser, hein, concernant, pour savoir si l'équipe de la BIS a identifié d'autres agents de l'université hors de la bibliothèque, hein, donc des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, hein, qui contribuent au projet Wiki dans le cadre de la recherche ou de l'enseignement. Et si oui, est-ce que vous avez envisagé des synergies d'action ou des mises en commun de vos réflexions interservices? Euh, alors, je dirais que oui, au sein du GTSO que j'ai cité, groupe de travail pour la science ouverte. On travaille évidemment avec les deux autres bibliothèques qui sont rattachées à l'Université Paris 1, CUJAS d'une part, donc qui est plutôt dans le droit, et l'ESCD, le Service commun de la documentation de l'Université de Paris 1. Donc on a un endroit de discussion commun régulier. Quand on organise les semaines de la science ouverte, semaines de la donnée, c'est bien sûr en coopération avec eux. Donc, d'un point de vue science ouverte, oui, nos actions sont complètement communes avec ces deux institutions-là et avec tous les membres du GTSO qui souhaitent coopérer. Pour les chercheurs, notre position interuniversitaire fait que c'est pas uniquement avec nos collègues directs de Paris 1, c'est le cas aussi, hein, mais c'est avec tous les chercheurs qui sont impliqués dans nos projets de recherche. Donc là, par exemple, pour citer un projet récent, ça peut être avec Besançon, pour le projet Oresme, projet de médiéval qu'on va conclure dans quelques semaines. Donc voilà, ça dépasse pour le coup l'université de nos collègues directs de l'université de Paris 1, même s'ils sont directement impliqués effectivement dans le premier cercle, qui encore une fois est assez ancien, hein. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille ensemble dans ce GTSO. Alors, Ah, d'un coup j'y pense, peut-être leur question était, est-ce qu'on organise des actions en commun de type oui, alors l'autre question, c'était, voilà, est-ce qu'il y avait hmm, est-ce que vous envisagez des synergies d'action, des mises en commun de vos réflexions, en fait? Donc, pour vos réflexions, on l'a bien vu avec ce que vous avez cité, peut-être pour des synergies d'action, je ne sais pas. Alors, pour moi, elle se matérialise dans tous les événements et les pratiques qu'on a en commun. Donc, je vous citais semaine de la donnée, semaine de la science ouverte, notre coopération à ENSO, le service dont j'ai parlé tout à l'heure. De quoi on
pour... Je ne sais pas du tout ce à quoi la personne faisait allusion, parce que vous l'avez vu, nous, on est directement en lien avec nos projets scientifiques, et donc nos actions sont en lien avec ces choses-là. Donc, vous voyez, quand on a une action sur Arco Nativ Visconti, la fameuse mécène fin 19e, début 20e, pour lequel on a eu un très gros projet, nos actions sont très centrées, histoire culturelle 19e, 20e. Je suis pas sûre que, vous voyez, on aurait beaucoup de choses à dire à la bibliothèque de droit. Les synergies sur ce genre de points sont un peu limitées, donc elles se font plus avec les chercheurs du projet dont on parle à ce moment-là. Pour moi, ce qu'on a mis en place, c'est déjà beaucoup. Ce fameux guichet ENSO, qui est très utilisé, hein, enfin, il a été très bien identifié par les chercheurs comme étant une belle opportunité. Donc il y a beaucoup de questions qui tombent, beaucoup de projets qui nous sont soumis. Euh, donc je dirais que oui, ça existe déjà, par les outils qui sont déjà mis en place à Paris 1. Et donc, toujours sur cette question des contributeurs, mais là, plus resserré à la bibliothèque elle-même. Voilà, quand on veut candidater à ce label, il peut être parfois difficile d'identifier les agents qui contribuent déjà en lien avec les collections, mais de façon isolée et sans inscription, pardon, dans une fiche de poste. Donc, souvent, elles contribuent sur leur temps personnel et sous Ouais. pseudo. Donc, est-ce que vous avez eu à faire ce travail de repérage au sein des équipes, hein, et si oui, comment? Alors, ils se sont vus, si je puis dire, quand on a organisé la campagne One Life, One Ref. On avait prévu toute une formation sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et on a tout de suite repéré ceux qui savaient très bien le faire et qui nous ont dit directement qu'ils n'avaient pas besoin de se créer bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne parce qu'ils avaient déjà un compte. Donc, c'est la campagne qui nous a permis de les repérer. Et c'est-à-dire que quand on a dit qu'on participait à ça, ils sont venus d'eux-mêmes. On a évidemment essayé de solliciter les gens, hein, parce que, encore une fois, tout ça se fait vraiment en plus du temps de travail. C'est vraiment un intérêt personnel, parce qu'à part pour nous, où c'est vraiment inscrit dans la fiche de poste, enfin, une personne de bon service, c'est vraiment une question d'intérêt personnel. Donc ces personnes-là se sont voilà, manifestées d'elles-mêmes au moment de la campagne. Donc c'est probablement un vecteur, voilà, une manière pertinente et efficace de repérer ces utilisateurs sous pseudo ou ces utilisateurs qui n'auraient pas pensé à se signaler. D'ailleurs, on en a. Enfin, les gens peuvent très bien contribuer pour une passion personnelle. Je sais pas, moi, ils aiment le basket, ils aiment la poterie, et donc ils contribuent sur ces articles-là. Et le jour où on fait une action en lien avec les disciplines de la Sorbonne, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont déjà l'arrière-plan technique, c'est-à-dire qu'ils savent très bien comment ça marche, et on leur montre qu'ils ont aussi les outils pour contribuer sur les sujets scientifiques. Donc voilà, ça marche assez bien. D'accord. Et donc, pour rebondir sur cette critique que vous avez émise concernant la communauté, oui, donc on comprend bien, donc ça c'est une question adressée à Camille, à Françoise, hein. Donc on comprend bien les actions que mène Wikipédia envers les institutions culturelles, hein, pour leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à avoir des contenus ouverts, hein. Mais donc, voilà, quand on peut constater ces réticences ou ces pratiques différentes de cette communauté qui semble autogérée sans que personne puisse avoir d'action sur elle. Donc, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous prévoyez comme formation proposée aux gens de la communauté, en fait, pour leur faire comprendre quelle est la différence entre une institution patrimoniale publique et puis une société commerciale, par exemple. Ouf, c'est une question difficile, je vous remercie. Hem, alors j'aimerais bien pouvoir vous dire, que, nous pouvons former toutes ces personnes, que, tout le monde peut devenir potentiellement un chercheur, en tout cas avoir et développer cette expertise, qui est aussi liée à la recherche, le fait de pouvoir sourcer, d'avoir d'intégration et une sorte d'intégrité des sources, et cetera. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais en fait, finalement la question c'est, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt est-ce qu'on peut former des gens qui ne veulent pas forcément être, formés, par exemple? Je veux dire, et ce que j'essaie de dire, c'est que tous les citoyens qui sont contributeurs aujourd'hui,
enfin, tous les citoyens peuvent contribuer à Wikipédia. Donc de manière générale, ça, c'est très ouvert. Est-ce que comment dire? Je pense qu'il faut aussi être clair sur le fait que nous, en tant que Wikimedia France, nous sommes et associations et on représente nos membres, donc qui sont des contributeurs qui viennent dans notre association, justement pour pouvoir bénéficier d'avantages, notamment comme le fait de pouvoir les soutenir financièrement sur certains projets, de pouvoir structurer des collaborations, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que d'une part, on représente l'entièreté des contributeurs, ce n'est pas le cas. On ne représente pas l'entièreté des contributeurs en tant que Wikimedia France. Certains contributeurs ne sont pas membres de l'association et c'est leur droit. Je veux dire, les gens sont libres. Nous, on, on n'est pas en position aujourd'hui d'imposer à nos contributeurs des pratiques qu'ils ne souhaitent pas. On utilise un outil de la même manière qu'eux ou qu'elles, on doit collaborer et trouver des façons de pouvoir discuter sur pourquoi est-ce que c'est important de sourcer les informations dans les éléments qui sont considérés comme des éléments fondamentaux de Wikipédia. Il y a la partie sourcer les éléments, donc sourcer les informations. Moi, je pense que si ça devait se produire pour moi, c'est ce que je dirais. Je dirais oui, mais en fait, une des valeurs fondamentales de Wikipédia, c'est de sourcer les informations qui sont ajoutées sur la plateforme, parce qu'en fait, je considère que une information qui n'est pas sourcée n'est pas forcément une information qui est légitime à être sur la plateforme, mais évidemment, ça peut être débattu parfois. Auquel cas, si ça arrive, je vous conseillerais de vous rapprocher effectivement, comme vous l'avez fait, de Xavier Caillot notamment, même s'il ne peut pas intervenir lui-même, de pouvoir en discuter de manière à voir s'il y a des alternatives, notamment auprès de la communauté, puisqu'en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la communauté est extrêmement vaste. Donc nous avons des contributeurs qui sont peut-être contre l'ajout de sources comme une façon de spammer, en tout cas dans cette logique-là, et vous allez trouver exactement le contraire également. Des gens qui vont vous dire, bah oui, mais en fait, sans information, sans source, ça n'a pas de valeur. Et auquel cas, dans ce cas-là, peut-être se rapprocher des personnes qui vont avoir un avis similaire, de manière à pouvoir aussi soutenir votre position dans la discussion qui va avoir lieu sur la suppression d'une information. Euh, je pense qu'il faut pas, il faut penser que c'est une communauté et donc on peut aussi aller chercher du soutien sur certains éléments, par exemple. Je ne sais pas si ça répond très clairement à votre question. Je pense que c'est un sujet extrêmement complexe au final, hein, de Moi, j'aurais tendance à faire l'inverse, mais vous allez me dire que c'est complètement un esprit, voilà, contraire au principe de Wikimedia. C'est que moi, j'avais envie, en fait, au moment où ça s'est produit et où bah, c'est allé assez loin, hein. On nous a menacé de blocage, hein. On a été obligé de retirer à la main, une à une, toutes les mentions Bibliothèque de la Sorbonne pour pouvoir continuer à travailler. J'avais envie de vous dire, pourquoi vous ne créez pas un label GLAM? C'est-à-dire, vous voyez, à partir du moment où on a un partenariat, une convention signée par votre présidence, par la nôtre, est-ce qu'il pourrait pas être clair quand on contribue sous la forme CO-Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne qu'on agit dans le cadre de ce partenariat et qu'on ne cherche rien d'autre que la libre diffusion des connaissances, voilà. Ce qui me paraît pas être la même chose qu'une entreprise privée qui cherche à placer son produit, puisque c'est comme ça qu'on nous a parlé en fait. On nous a expliqué qu'on était en train d'essayer de placer des produits. Donc peut-être voilà qu'on pourrait arriver à avoir une sorte de label, pour, voilà, pour reprendre le mot, qui fasse que la communauté comprenne que là, ils sont face à un cas particulier qui n'est pas le cas général, parce que j'imagine que statistiquement, il doit y avoir ce cas tout le temps de personnes qui essayent de faire leur promotion ou la promotion de leur entreprise, mais qu'on est exactement dans le même état d'esprit qu'eux, la libre diffusion des connaissances. Je comprends absolument votre proposition et d'où vous venez pour arriver à cette conclusion, hein. Après, je dois vous admettre que de manière générale, nous restons à distance aussi pour des questions de neutralité. Parce qu'en fait, nous ne voulons pas intervenir dans ces questions-là, puisqu'en fait, c'est aussi une question de neutralité de l'organisation vis-à-vis des contributions. Si on devait interagir dans les questions de modération des contenus,
ça pourrait devenir effectivement très, très difficile, puisqu'en fait, on serait sollicité en permanence comme potentiellement modérateur, et auquel cas, on arrive dans des discussions que nous ne voulons pas porter, en fait. Parce que on voit l'aspect positif avec des institutions patrimoniales qui sont des institutions très différentes, mais quand on regarde vis-à-vis de toutes les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui, que ça soit des entreprises, que ça soit, des politiques et cetera, sur la question de la modération des contenus des pages, on arriverait dans une situation qui nous mènerait peut-être dans une difficulté qui n'est pas, souhaitable, je pense. Mais je comprends tout à fait qu'en tant qu'institution patrimoniale, ça il y a un autre positionnement aujourd'hui. Ce qui est très, très différent, et c'est intéressant parce que je pense que quelque part, il y a toutes ces discussions arrivent aussi, sur la question de la modération des contenus à l'échelle européenne. Puisque, bah, en fait, le débat qu'on a aujourd'hui sur, en fait, est-ce que toutes les institutions ou tous les organismes qui peuvent éditer du contenu en ligne, est-ce que certains ne sont pas, des intérêts publics vis-à-vis contre d'autres types d'intérêts? Et auquel cas, comment est-ce qu'on peut différencier ce type d'acteurs qui sont plutôt des acteurs de l'intérêt public? Et je n'ai pas de réponse, mais je pense que même le législateur européen n'a pas de réponse aujourd'hui. En tout cas, il est important de mettre l'accent sur la modération et le côté humain. Je trouve qu'au-delà de cette expérience, ce qui est important, c'est que de voir que derrière Wikipédia, il y a des contributeurs et que contrairement à d'autres plateformes, il y a de la modération et de la modération faite par des humains. Donc ça me semble extrêmement important à souligner. Donc je pense qu'on arrive peu au bout de cette discussion et je voulais vraiment vous remercier Camille Françoise et Cécile Obligy de votre participation à cette séance extrêmement vivante, hein. Donc j'espère que ça va inciter des institutions à postuler à ces labels. Je voudrais juste préciser que ces labels ont une durée de vie limitée. C'est des labels en CDD. Et donc, on va avoir aussi des institutions qui ont eu des labels et qui vont devoir recandidater pour les obtenir à nouveau. Donc, voilà, on est dans un domaine où on n'est pas sur des acquis. Et l'ouverture des données, c'est quelque chose qui est tout le temps à renouveler. On doit toujours s'améliorer. Et donc, ce label, on ne peut pas l'afficher sur la porte de son établissement une fois pour toutes, hein. Et donc, il faut recandidater. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je voudrais remercier également le service des manifestations et de la communication de l'INHA pour leur implication tout au long de l'année pour préparer ces séances, et particulièrement Alix Bazier et Claire Vandergodt. Et je vous donne rendez-vous le 8 décembre prochain autour d'une présentation de Criminocorpus qui sera faite par Marc Reneville et Sophie Victorien. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.